Alexandra Flores n'avait que 5 ans quand elle a disparu dans un supermarché. Pendant des années, son histoire a servi d'exemple aux enfants du Texas, à qui on expliquait qu'il fallait rester bien près de ses parents dans les magasins pour éviter de subir le même sort. Je vais vous raconter son histoire. Cette histoire mentionne des faits de violence physique et sexuelle à l'encontre d'une enfant de 5 ans ainsi que son meurtre. Si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, il est encore temps de quitter la vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai la semaine prochaine avec une vidéo sur un autre thème. Je profite aussi de cette introduction pour remercier Herman Bouankou qui m'a donné l'idée de faire une vidéo sur cette affaire. On est le 18 novembre 2001 quand la famille Flores, les parents Flora et James ainsi que leurs 8 enfants, se rendent dans un supermarché Walmart du comté d'El Paso au Texas. Le soleil brille et les enfants ont tous le sourire car s'ils se rendent au supermarché aujourd'hui, c'est pour faire des achats de Noël. Leurs parents leur ont dit qu'ils allaient leur acheter à chacun un vêtement et encore mieux, ils vont pouvoir choisir chacun un jouet qui leur fait plaisir. En arrivant dans le rayon des jouets, les enfants sont surexcités, ils courent, ils rient, ils s'amusent, ils cherchent le jouet qui leur fait envie et dans toute cette excitation, dans tout ce remue-ménage, ils ne remarquent pas que la petite dernière de la famille, Alexandra, 5 ans, vient de s'éloigner, vêtue de sa petite robe rouge. Quand James et Flora réalisent que leur petite fille n'est plus avec ses frères et sœurs, il est trop tard. Ils la cherchent dans tous les rayons du magasin, ils crient son nom mais la petite voix d'Alexandra ne leur répond pas. Et finalement, à 18h, ils se résignent à appeler la police, en réalisant que la petite fille ne se trouve pas dans le magasin. Et ils doivent ensuite rentrer chez eux sans leur fille, le cœur en miettes. La disparition d'Alexandra émeut immédiatement les journalistes qui donnent la parole à James et Flora le soir même lors du journal télévisé et ils interviennent en larmes en disant qu'ils espèrent le retour de leur petite Alexandra. Les policiers, eux aussi, sont touchés par la disparition de cette enfant aux longs cheveux bruns qui est décrite comme une petite fille aimante, vive et bonne élève qui adore tout particulièrement s'amuser dans les cages à grimper des aires de jeu et ils font une promesse à ses parents, ils la retrouveront. Les policiers tiennent leur promesse puisqu'Alexandra est retrouvée dès le lendemain par les employés d'un cabinet médical. Malheureusement, Alexandra est morte. Elle est retrouvée sur un parking à 29 km de l'endroit où elle a disparu et elle est entièrement nue. L'autopsie révèle qu'elle a subi des coups violents des 2 côtés de la tête, puis qu'elle a été étranglée à main nue et que c'est ça qui a causé sa mort. Une fois morte, la personne qui l'a agressée a mis le feu à son corps, qui n'est pas entièrement brûlé mais qui est partiellement brûlé et on la retrouve également avec un sac plastique qui recouvre son visage et avec le feu, avec l'incendie, le plastique a fondu sur son visage. Donc une scène absolument effroyable. Les policiers sont extrêmement choqués de découvrir l'enfant dans cet état et le médecin légiste précise également qu'il ne peut pas prouver qu'il y ait eu un viol ou une agression sexuelle, il n'y a pas de traces en tout cas sur le corps de l'enfant, mais il ne peut pas non plus l'exclure. Effectivement, une agression sexuelle, ça ne laisse pas forcément de traces, et le fait que l'enfant ait été retrouvé entièrement nu laisse à penser qu'il s'agit là du mobile. Bien évidemment, il ne faut pas perdre de temps, on a un pédophile tueur d'enfants dans la nature qui pourrait réitérer, alors les policiers se dépêchent de réunir tous les indices, à commencer par l'enregistrement des caméras de surveillance du Walmart et sur cet enregistrement, on voit Alexandra quitter le magasin en compagnie d'un homme à 17h15. Alors il n'est pas en train de la porter et de l'emmener de force, Alexandra le suit de son plein gré, qui sait ce qu'il avait pu aller lui dire pour qu'elle accepte de le suivre comme ça, mais en tout cas voilà, elle suit cet homme et comme vous pouvez le voir sur l'enregistrement, il est de très mauvaise qualité. C'est impossible de reconnaître l'homme sur les images, mais on peut quand même voir comment il est habillé. Donc ça, les policiers en prennent note et puis on ne sait jamais, ça pourrait s'avérer utile pour la suite. Finalement, c'est une femme qui va tout faire basculer et qui va faciliter l'enquête puisqu'elle se rend au commissariat avec une information cruciale. Elle explique qu'elle était au Walmart le jour de l'accident et qu'elle a remarqué sur le parking un van blanc dont le moteur était resté allumé. Mais il n'y avait personne ni à l'intérieur, ni à proximité.
Donc forcément, c'est pas terrible de laisser sa voiture comme ça avec la clé sur le contact au milieu d'un parking. Donc elle a décidé de rester à proximité du véhicule pour le surveiller en attendant que son propriétaire se manifeste. Mais au bout de 15 minutes sans voir personne, elle a abandonné. Mais avant de partir, elle a pris la marque, le modèle, la description du véhicule ainsi que la plaque d'immatriculation et elle transmet ces informations aux policiers. Les policiers entrent la plaque d'immatriculation dans leur logiciel et bingo! Ce véhicule appartient à un certain David Santiago Renteria, âgé de 32 ans et qui vit non loin du Walmart. Attention, cet homme est connu des services de police pour avoir déjà agressé sexuellement une petite fille de 8 ans. Alors, c'est une sacrée coïncidence, hein. L'homme habite pas loin du Walmart, il a déjà été condamné pour des faits de pédophilie. Bon, le fait qu'il se trouve comme par hasard dans le Walmart au moment de l'enlèvement est très suspect, mais ça ne suffit pas malheureusement à l'arrêter, hein. Il va falloir creuser, il va falloir trouver plus d'indices, donc la police décide de s'intéresser plus en détail à son cas. Il découvre alors que David, le jour de l'enlèvement, avait également fait quelques courses dans un autre magasin en compagnie de son père. Et surprise, sur les caméras de surveillance de ce magasin, il constate que David était vêtu des mêmes vêtements que l'homme qui a kidnappé l'enfant dans le Walmart. Donc, ils ont la certitude que c'est bien David Renteria qui a kidnappé la petite Alexandra. En plus de ça, dans ce magasin où il s'est rendu avec son père, il voit qu'il a acheté des oranges. Or, il y a des morceaux d'orange qui ont été retrouvés à l'autopsie dans l'estomac d'Alexandra. Ils vont ensuite s'intéresser au fameux van blanc de David et ils y découvrent des traces de sang qui appartiennent à Alexandra Flores. On comprend donc que c'est dans ce van qu'il l'a frappée à la tête puisque ce sont des plaies qui ont saigné. Et ces preuves sont déjà accablantes, mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit qu'on avait retrouvé un sac plastique fondu sur le visage de l'enfant. Eh bien, miracle, malgré l'état de ce sac plastique, les policiers ont réussi à y relever des empreintes. Et le fait que David soit déjà connu des services de police fait qu'ils ont déjà plein d'informations sur lui. C'est hyper pratique. Ils ont sa pointure, ils ont des photos de lui et ils ont également ses empreintes. Donc, ils comparent l'empreinte retrouvée sur le sac plastique aux empreintes de David Renteria et ça match. L'empreinte a été faite par la paume de la main gauche de David Renteria. David est arrêté le 3 décembre. Lors de son interrogatoire, il reconnaît sans peine être bien responsable de l'enlèvement d'Alexandra. En même temps, j'ai envie de dire, vu toutes les preuves contre lui, ça serait un peu stupide de nier. Par contre, il nie le meurtre. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Il a expliqué qu'un dénommé Flaco, un homme qu'il aurait rencontré lors d'un précédent séjour en prison, l'aurait abordé. Ce fameux Flaco serait membre d'un gang appelé Barrio Azteca. C'est un gang qui existe réellement. Et il l'aurait abordé accompagné de plusieurs autres membres du gang en lui disant qu'ils avaient besoin qu'il leur obéisse et que s'il refusait, il s'en prendrait à sa famille. David affirme alors qu'il était terrifié, qu'il avait peur pour ses proches et qu'il a décidé de faire tout ce qu'il voulait. Il lui aurait alors demandé de kidnapper Alexandra et de la leur livrer et c'est ce qu'il aurait fait. Donc il dit qu'il a bien enlevé Alexandra dans le Walmart mais qu'ensuite il l'a livrée finalement à ce gang et que c'est eux qui l'ont tuée. Donc il dit vraiment qu'il a rien à voir avec le meurtre. Par contre, il précise également qu'il les a aidés à se débarrasser du corps, ce qui explique qu'on ait retrouvé son empreinte sur le visage de l'enfant. Bon, en réalité, la police n'a jamais retrouvé une seule preuve qu'il y ait une autre personne ou plusieurs autres personnes qui aient participé au meurtre de l'enfant. Donc, c'est David Renteria tout seul qui a été inculpé et envoyé en prison en attente de son procès. Avant de vous expliquer comment s'est passé le procès, un petit point sur David Renteria, histoire que vous compreniez bien à qui on a affaire. David Renteria est un autochtone américain qui a grandi dans la tribu d'Isleta del Sur. Il est né le 22 novembre 1969 et si d'habitude je vous parle de l'enfance désastreuse des tueurs, eh bien cette fois-ci pas du tout. David a eu une enfance tout ce qu'il y a de plus normal et c'était même un très bon élève promis un brillant avenir.
Les gens qui l'ont côtoyé quand il était enfant disent que c'était quelqu'un de calme, de studieux, de sympathique et de respectueux. C'était aussi quelqu'un de très croyant puisqu'il était carrément enfant de cœur. Et arrivé au lycée, David s'est également illustré puisqu'il a fait partie de la NHS, la National Honor Society. C'est une association qui a pour but d'accompagner les jeunes qu'il juge prometteurs afin d'en faire de bons leaders et de les aider à obtenir une bourse d'études. Les critères de sélection sont vraiment stricts. On va demander notamment à ce que les élèves aient d'excellentes notes, à ce qu'ils aient une très bonne moralité, à ce qu'ils aient un esprit de leader, à ce qu'ils aient fait du bénévolat, que ce soit pour leur école, soit pour la communauté. Enfin bon, vraiment des critères très très stricts. Ils ne prennent que les meilleurs et David Renteria a été sélectionné. Donc c'est pour vous dire à quel point il avait une bonne réputation et à quel point je pense que les personnes qui l'ont côtoyé à cette époque-là ont été choquées de voir ce qu'il était devenu. Déjà, juste après le lycée, fait qui peut paraître étonnant alors que c'était un très bon élève qui pouvait obtenir une bourse facilement, eh bien, il a arrêté les cours, il n'a pas fait d'études supérieures, il est devenu ouvrier et à seulement 23 ans, il est condamné pour l'agression sur la petite fille de 8 ans, donc en 1992. Suite à cette fameuse agression pédophile de 1992, David a avoué les faits et il a été condamné à 10 ans de prison. Sauf que, au lieu de l'envoyer en prison, eh bien, il a effectué sa peine en liberté conditionnelle. Donc la liberté conditionnelle, comme son nom l'indique, c'est une liberté mais avec des conditions à respecter. Le truc, c'est que ça ne convient pas à tout le monde et que dans le cas de David, ce n'était clairement pas adapté puisque David a fait n'importe quoi. Il a à plusieurs reprises violé les termes de sa liberté conditionnelle et pour autant, il est resté en liberté. C'est assez fou. Normalement, si quelqu'un ne respecte pas les conditions, il est envoyé en prison, mais ça n'a pas été le cas de David. Il a notamment à 3 reprises été arrêté alors qu'il était alcoolisé au volant. Il a également harcelé une collègue de travail et il s'est montré très possessif à son égard à tel point que la femme était terrifiée. Il a, alors qu'il faisait du babysitting et qu'il gardait un petit garçon de 3 ans, tardé à le rendre à sa maman qui était bien évidemment furieuse. Et pour finir, il a choisi de trouver un travail en contact avec les enfants alors que ça lui était formellement interdit. Et donc en 2001, quand il kidnappe et qu'il tue la petite Alexandra, il est toujours en liberté conditionnelle. Maintenant que vous connaissez tous ces éléments, eh bien sachez que lors du procès, l'accusation a vraiment misé sur le fait de prouver que David Renteria n'avait pas d'avenir en liberté, qu'il était impossible de le réinsérer, déjà en se basant sur tous les éléments de son passé, toutes les choses qu'il avait faites dans son passé, mais également en prouvant qu'il n'avait jamais exprimé de remords et donc qu'il serait bien trop risqué de le remettre en liberté. Ils ont fait appel à un médecin expert à qui ils ont posé des questions, ils ont expliqué plusieurs faits concernant David Renteria en lui demandant ce qu'il en pensait, en lui demandant son avis, et ce médecin a dit qu'effectivement, il trouvait tout cela très inquiétant et qu'il pensait que David pourrait tout à fait recommencer s'il était remis en liberté. Alors déjà, il faut savoir que juste après le meurtre d'Alexandra, donc je vous rappelle qu'il était un meurtre extrêmement violent d'une petite puce de 5 ans totalement innocente qui comprenait probablement même pas ce qui était en train de lui arriver, eh bien David, après ce meurtre, au lieu d'être choqué, au lieu de, je sais pas, pleurer, j'en sais rien, eh bien, il est allé acheter des bières qu'il a sans doute ensuite dégustées tranquillement chez lui comme si de rien n'était. Donc vraiment une attitude de quelqu'un qui n'en a rien à faire. Le lendemain, David a rendez-vous avec son agent de probation. Là encore, l'agent de probation dit que David était tout à fait normal. Il n'a rien vu de spécial dans son comportement. Et pour finir, 11 jours après le meurtre, il avait rendez-vous avec le psychiatre qui le suivait dans le cadre de sa liberté conditionnelle, donc qui avait l'habitude de voir David. Et là encore, le psychiatre dit qu'il n'a rien vu de spécial, que David était comme d'habitude. Donc là, le médecin expert dit il peut y avoir 2 choses. Soit David Renteria est un excellent acteur, un très bon manipulateur, et il a tout simplement fait semblant que tout allait bien pour ne pas qu'on le soupçonne, mais ça serait quand même étrange. Et le plus probable, eh bien, c'est tout simplement qu'il n'en avait réellement rien à faire, qu'il n'ait pas ressenti d'émotion particulière après avoir commis ce meurtre, et dans ce cas, c'est vraiment très inquiétant. À l'issue de ce procès, David Renteria est condamné
à mort. Et à partir de là, lui et ses avocats vont se lancer dans une véritable bataille judiciaire pour essayer de lui sauver la vie, de lui éviter cette peine de mort. Alors déjà, en 2006, ils vont commencer par faire appel, mais la peine de mort est maintenue. Et ensuite, ils vont carrément demander à ce que le procès soit rejoué. Et ça sera accepté en 2008. Donc quand les avocats font ce genre de demande, ils listent tout un tas de raisons, tout un tas d'arguments. Je vais pas tous vous les dire parce que c'est pas très intéressant, il y a beaucoup de termes légaux, etc. Donc on va se concentrer juste sur les 2 raisons principales qui sont les plus importantes et les plus intéressantes. Donc le premier argument, c'est qu'ils considèrent que la police a fait son enquête, on va dire, à charge, puisqu'ils n'ont absolument jamais exploré la piste du gang qui avait été suggérée par David Renteria. Et la deuxième raison, c'est qu'ils estiment que David a bien exprimé des remords et que ça n'a pas été dit lors du procès alors que ça aurait dû l'être. En fait, ils disent qu'ils ont carrément une preuve que David a exprimé des remords et qu'on les a empêchés d'utiliser cette preuve. Elle n'a pas été retenue lors du premier procès. Donc en fait, l'accusation a pu dire un peu tout ce qu'ils voulaient et eux, ils n'ont pas pu réellement défendre David puisque c'est la seule preuve qu'ils avaient et qu'ils n'avaient pas le droit de l'utiliser. Donc ils étaient obligés de laisser l'accusation parler et selon eux, ça a donné une image erronée de David. Il n'a pas eu droit à une véritable défense. En tout cas, ils estiment que le procès n'était pas équitable. Et c'est ce que la justice a pensé également puisqu'ils ont accepté de rejouer ce procès. Ils ont trouvé que les arguments, étaient pas forcément mauvais et qu'effectivement, David avait sûrement droit à une meilleure défense, à un meilleur procès. Donc le procès s'est rejoué en 2008. Alors en ce qui concerne ce nouveau procès, là encore je vais me contenter de vous parler des 2 gros arguments que j'ai évoqués précédemment, sinon ça va être assez ennuyeux. Et donc on commence par cette histoire de gang. Alors en effet, la défense de David considère que c'est une piste qui aurait dû être explorée. Et pourquoi cela ? Eh bien tout simplement parce que la maman d'Alexandra Flores a été mariée avec un membre du gang Barrio Azteca. Donc il y a réellement un lien entre l'affaire et le gang Barrio Azteca. Donc finalement, ça sort pas de nulle part. C'est pas si bête. Ça aurait pu être une vengeance de son ex-mari. Donc, ça a été évoqué lors du procès, sauf que l'accusation a expliqué que sa relation avec le membre de ce gang était terminée depuis 10 ans au moment des faits, et qu'en plus, cette personne, donc son ex-mari, se trouvait en prison au moment des faits, donc il n'avait pas pu agir lui-même. Et pour couronner le tout, leur rupture s'était très bien passée. En tout cas, voilà, il n'y avait aucune haine entre les deux et il y avait vraiment aucune raison que 10 ans après, ils se disent « Tiens, je vais faire quelque chose d'absolument abominable pour me venger d'elle » alors qu'il a aucune raison de se venger d'elle puisque, encore une fois, la rupture s'est bien passée. La défense a également trouvé un témoin, une jeune fille qui affirme qu'elle connaît un membre des Barrio Azteca et que celui-ci a dit qu'effectivement, la version de David Renteria était vraie, qu'il l'avait vraiment contacté pour qu'il kidnappe Alexandra, mais le témoignage de la jeune fille comportait tellement d'incohérences qu'il n'a pas été retenu. Maintenant, en ce qui concerne la preuve selon laquelle David Renteria aurait exprimé des remords, eh bien en fait, ses avocats se basent sur une déclaration qu'il a faite au moment de son arrestation, une déclaration qu'il a faite par écrit. Je vous la lis tout de suite pour que vous fassiez votre propre idée. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma compassion pour la famille. C'est une tragédie qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ma participation est due au fait que j'avais peur pour la vie des membres de ma famille. Ces hommes en savaient trop, et ils m'ont forcé. Je cherchais juste à protéger ma famille. Mon Dieu, j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour que la situation soit différente pour tout le monde. À l'heure actuelle, j'espère juste que ma famille sera protégée contre ceux qui veulent leur faire du mal. Je suis totalement perdue, et je ne sais pas ce qu'une autre personne aurait fait à ma place dans les mêmes circonstances. J'espère que les responsables seront condamnés. J'espère que quelqu'un qui en sait un peu plus sur cette affaire s'exprimera. C'est cette déclaration qui, selon les avocats de David Renteria, prouve qu'il ressentait des remords juste après le meurtre, mais ça n'a pas convaincu les jurés, dans le sens où on voit clairement qu'il s'agit là d'une tentative de manipulation de la part de David. Effectivement, il venait tout juste d'être arrêté, donc c'était plutôt dans son intérêt de dire qu'il avait rien à voir avec tout ça, de faire semblant qu'il s'en voulait, que c'était vraiment pas de sa faute, qu'on l'avait forcé à faire ça. Enfin, ça entre finalement dans cette espèce de théorie selon laquelle ce serait un gang qui l'aurait forcé, et encore une fois, on peut totalement douter de sa sincérité, sachant qu'il est en train de mentir sur le gang.
En tout cas, on n'a jamais retrouvé de preuve qu'un gang aurait été impliqué, donc bon, c'est pas très crédible, et une nouvelle fois, il est condamné à mort. Suite à ça, David et ses avocats n'ont toujours rien lâché. Au total, ils ont fait appel 12 fois, alors pour des motifs divers et variés, mais toutes leurs demandes ont été refusées et finalement, la date de l'exécution de David Renteria a été fixée au 16 novembre 2023. Donc c'est vraiment très récent, c'était il y a même pas 2 mois et c'est une date qui est symbolique puisque je vous rappelle qu'Alexandra Flores a été assassinée un 18 novembre, donc c'est quasiment l'anniversaire des 22 ans de sa mort. Je sais que la peine de mort, c'est un sujet vraiment clivant et on a vraiment l'exemple dans cette affaire puisqu'il y a 2 avis qui s'opposent. On a l'avis de David, de sa famille, de ses avocats et des associations qui s'opposent à la peine de mort, qui affirment que David, pendant ses 22 ans de détention, a changé. C'est un homme qui s'en veut énormément, qui a renoué avec la religion, qui est devenu quelqu'un de bien, quelqu'un de sympathique et qui ne mérite donc pas la peine de mort puisqu'il pourrait totalement, à leur sens, être réinséré. Et à l'inverse, on a l'avis de la famille d'Alexandra Flores, qui est totalement pro-peine de mort et qui considère qu'il aurait dû être exécuté déjà depuis longtemps. Une des sœurs d'Alexandra, qui s'appelle Lisette, s'est exprimée à ce sujet. Elle a affirmé que pour elle, c'était tout à fait normal qu'il meure puisqu'il avait tué sa sœur et qu'elle ne comprenait vraiment pas pourquoi la justice avait mis autant de temps à fixer la date de son exécution. Elle a également affirmé qu'elle était totalement contre les peines de prison à vie, qu'elle estime trop douces pour les condamnés, dans le sens où ils peuvent toujours garder l'espoir peut-être de sortir un jour, se raccrocher à cet espoir, là où la peine de mort est une sanction qui est beaucoup plus ferme et définitive et voilà, qui est selon elle plus juste quand on est face à ce genre d'individu. Elle a ajouté que si on dit généralement que le temps guérit les blessures, ça n'a pas du tout été le cas pour sa famille. Encore en 2023, ils avaient toujours la même douleur, la même peine. Ils disent que vu la violence du meurtre d'Alexandra, ils n'ont jamais pu s'en remettre et finalement il n'y a que la mort de David qui pourra leur apporter un tout petit peu de soulagement. Le 16 novembre, quelques heures seulement avant l'exécution de David, ses avocats tentent une dernière fois de le sauver, ou en tout cas de faire stopper son exécution ou repousser son exécution en expliquant que le pentobarbital, donc le produit qui est injecté aux condamnés à mort pour les exécuter, eh bien, a été modifié. On a récemment changé de formule et cette nouvelle formule serait, selon eux, source d'une grande douleur ainsi que de terreur pour les personnes à qui le produit est injecté. Donc, ils disent que selon le 8e amendement, il est interdit de sanctionner les prisonniers de manière cruelle ou inhabituelle et ils se basent finalement sur cette loi pour demander à ce que l'exécution de David Renteria n'ait pas lieu ce jour-là. Mais leur demande a été refusée une nouvelle fois. Après une journée passée à lire tranquillement dans sa cellule, puis à discuter avec ses proches, David Renteria est envoyé en salle d'exécution. On l'attache avec des sangles sur un genre de table et derrière des vitres se trouvent les personnes qui vont assister à cette exécution. On a des journalistes, on a des hommes politiques, mais on a également la famille de David et dans une autre salle, la famille d'Alexandra Flores ainsi que la famille de la petite qu'il a agressée en 1992. On demande à David s'il souhaite s'exprimer une dernière fois. Et il commence par s'adresser à la famille d'Alexandra en disant qu'il n'y a pas un jour où il ne pense pas à ce qu'il a fait subir à cette pauvre petite fille et qu'il n'y a absolument aucun mot qui puisse décrire la peine qu'ils doivent ressentir à cause de lui. Puis il ajoute « Je suis désolé pour tout le mal que j'ai fait et pour ceux qui ont souhaité ma mort et qui sont sur le point de me tuer, je vous pardonne. » Sa sœur se met à hurler et elle s'écroule en larmes. David Renteria la regarde. Il lui dit « Je t'aime ». Et puis, on lui fait l'injection létale et il meurt à l'âge de 53 ans. Encore aujourd'hui, l'histoire d'Alexandra Flores hante les habitants du comté d'El Paso au Texas. Un parc a été renommé le parc Alexandra Flores et un arbre a été planté devant l'école maternelle qu'elle fréquentait. La maman d'Alexandra, Flora Flores, a demandé à ce que l'histoire de sa fille serve de leçon aux parents du monde entier.
Ne perdez jamais vos enfants de vue, car ce qui est arrivé à sa famille pourrait arriver à n'importe qui. Sur ce, cette histoire est terminée. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.